Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est un tout nouveau contenu. Je vais vous parler de Hollywood Stories, c'est-à-dire les histoires d'Hollywood. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier port d'Hollywood, le tout premier, le tout premier port, bien avant Harvey Weinstein, bien avant l'ère MeToo. Voilà, le tout premier port d'Hollywood s'appelait Eddie Mannix. Rien à voir avec les capotes. Eddie Mannix c'était le directeur général et le vice-président de la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM. La MGM qui était une société de production qui produit de nombreux films comme les James Bond, les Rocky, tous les films classiques qu'on a vus une fois dans nos vies, comme Le Magicien d'Oz, Autant n'importe le Mans. Voilà. Et malheureusement, Eddie Mannix, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé des méthodes assez mafieuses pour préserver l'image des stars d'Hollywood, une image intacte auprès du public américain de l'Amérique puritaine. Ah oui, parce qu'à l'époque, on voulait qu'Hollywood fasse rêver le public. On voulait les strass, les paillettes, les projecteurs, les acteurs idolâtrés, faire rêver les jeunes publics. Mais malheureusement, tout acteur qui ont été à Hollywood ont tous connu une descente aux enfers. Tous, presque tous. Enfin, il y en a certains qui ont réussi leur carrière, mais il y en a d'autres qui ont connu une descente aux enfers à une certaine époque. C'est-à-dire Marilyn Monroe, elle a connu vraiment une descente aux enfers. Jean Harlow, Joan Crawford, Judy Garland, notamment aussi les enfants acteurs qui aussi ont connu une descente aux enfers. Mais là, je vais vous parler d'Eddie Mannix parce que lui, il a fait des choses horribles. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réglé aussi les problèmes d'acteurs en vue de tout Hollywood, des affaires de drogue, de violence conjugale, de conduite en état d'ivresse, de mœurs, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, de tentatives de suicide, de grossesse non désirée, les mariages arrangés. Il a forcé des acteurs homosexuels à se marier à des actrices hétéros pour préserver leur image intacte, parce que l'homosexualité à l'époque c'était vraiment la honte totale. Il y en a qui s'en cachaient pas, il y en a qui s'en cachaient, mais voilà, ça c'est vraiment l'âge d'or d'Hollywood. Franchement, moi je pensais à une époque en lisant des bouquins et tout ça, Hollywood ça faisait rêver, en regardant des commentaires à la télé. Je pensais que ça faisait rêver parce que tu avais le strass, les paillettes, tout le show business, la richesse et tout ça. Mais en fait, tu te rends compte que tout acteur d'Hollywood ont connu vraiment une véritable descente aux enfers parce qu'ils ont subi des pressions, mais vraiment des grosses pressions de la part de leur société de production. Par exemple, à une époque, j'avais fait un podcast là-dessus sur Thelma Todd, une actrice d'Hollywood qui était destinée à être une grande star du cinéma, mais malheureusement elle a connu une fin tragique. On lui a mis une sorte de pression pour préserver une image intacte, en disant, en lui faisant un contrat genre si tu prends 5 kilos, t'es virée. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris des médicaments pour maigrir, pour garder sa ligne, et ça l'a rendue folle et hyperactive. Et malheureusement, quand elle a connu le succès, elle a plongé dans l'alcool comme tout acteur. Mais lui, Eddie Mannix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réglé les problèmes des frasques, de tout frasque des acteurs pour préserver leur image positive. Comment expliquer ça ? Je vais commencer d'abord par Joan Crawford. Le cas de Joan Crawford, franchement, quand elle a connu la gloire, le succès, le strass, les paillettes, l'argent et tout ça, Joan Crawford qui était une grande actrice à une époque, entre 1930 et 1940, si je ne dis pas de bêtises. Quand elle était adolescente, elle est apparue dans un film pornographique, parce qu'à l'époque, les films pornographiques, ça se faisait, mais c'était limite aussi tabou, les films pornographiques, bref, voilà. Quand elle a connu la gloire, il y a des maîtres chanteurs qui ont accès à une copie du film et qui lui auraient exigé $100 000 en échange de la copie. Et elle a fait appel à Eddie Mannix en lui disant, voilà, j'ai un problème, il faut que tu règles ça, s'il te plaît, on fait chanter parce que j'ai fait un film pornographique quand j'étais ado. Voilà. Et Eddie Mannix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a engagé des gangsters pour intimider ses maîtres chanteurs. Et ces maîtres chanteurs ont été contraints de baisser le tarif de $25 000 sous peine de se faire exécuter. Voilà ce qu'il a fait, Eddie Mannix. Il a fait des choses, mais vraiment ultra malsaines, comme maquiller un crime en suicide, ce qui est arrivé à Paul Bern, le mari de l'actrice Jean Harlow. Paul Bern, il a été tué par son ex-compagne, Dorothy Mignette, qui, cette dernière se suicida après l'avoir tué en se jetant d'un ferry.
Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eddie Mannix, il a maquillé en suicide le meurtre de Paul Bern en disant que Paul Bern était malheureux depuis la mort du général Lowe et il voulait la rejoindre. Voilà. Ça, c'est la version de l'histoire. Ensuite, quand Loretta Young, une actrice d'Hollywood, elle aussi, qui était la maîtresse de Clark Gable, à l'époque, Clark Gable, il était marié, ils ont eu une liaison, parce qu'apparemment, Loretta Young serait fait violer par Clark Gable dans une voiture. Et que Eddie Mannix s'est arrangé pour que Loretta Young parte en Europe le temps qu'elle accouche, le temps qu'elle retrouve aussi sa ligne après l'accouchement, et qu'elle fasse aussi adopter le bébé. Mais malheureusement, Loretta Young est revenue en Europe quelques années après avec sa petite fille. Et elle a dit comme quoi c'était sa fille adoptive, qu'on l'aurait adoptée en Angleterre, et qu'après elle a refait sa vie avec un autre homme, et cet homme, il a adopté la fille de Loretta Young, et quelques années plus tard, la fille de Loretta Young a rencontré Clark Gable, mais Clark Gable n'a jamais reconnu que c'était sa fille, et la fille de Loretta Young n'a jamais dit à Clark Gable que c'était sa fille. Il n'a jamais dit. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bah oui. Vous savez ce qu'il a fait, Eddie Mannix? Il a géré une maison close où il y avait des sosies de stars comme Ginger Rogers, Lana Turner ou Marlène Dietrich. Et parmi les clients, il y avait un certain Mickey Rooney et Groucho Marx. Groucho Marx c'était une star du cinéma muet. Mickey Rooney c'était aussi une grande star qui a débuté tout bébé et que le public l'a vu grandir en passant de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte. Oui, parce que Mickey Rooney c'était une grande star. Puis c'est l'un des rares aussi à ne pas, à plonger, à vraiment plonger, à tomber dans l'oubli. Non, lui, jusqu'à la fin de sa vie, Mickey Rooney a continué à jouer dans des films. Et ses derniers films, c'était La Nuit au musée numéro 3. Et il est décédé juste après la sortie du film. Et Mickey Rooney, à l'époque, il était en couple avec une actrice qui s'appelait Ava Gardner, qui était vraiment une super belle actrice, une actrice ultra talentueuse, et qui a connu la gloire, le succès durant l'âge d'or d'Hollywood dans les années 50. À l'époque, elle était encore inconnue, ils étaient en couple, et elle l'avait surpris avec une mineure. Au lit avec une mineure, et elle l'a menacé de tout dévoiler à la presse, qui malheureusement, Eddie Mannix est intervenu. Il lui a fait signer un contrat de 7 ans en échange de son silence. Il lui a dit, tu sais quoi toi tu la fermes, tu signes ce contrat, c'est pour préserver l'image de Mickey Rooney et on n'en parle plus. Voilà. Bon, alors, en ce moment je suis en train de lire sa biographie et j'espère trouver des choses sur sa relation avec Mickey Rooney. Voilà. En 1937, Bernice Fitzmaurice, l'épouse d'Eddie Mannix, a décidé de demander le divorce. Elle l'accuse d'infidélité et de violence conjugale. Bon, ça, je pense que c'est dû à l'affaire aussi de Marie Nolan. Elle a dû se dire, putain, j'en ai marre de ce mec, j'en ai marre de cet homme, il me bat, il me frappe, il me trompe. Allez, divorce. Mais le 18 novembre 1937, avant que le divorce soit prononcé, comme par hasard, Bernice Fitzmaurice perdit la vie dans un étrange accident de voiture. Et étrange accident de voiture. Apparemment, elle aurait fait plusieurs tonneaux avec sa voiture en perdant le contrôle de son véhicule. Il y a eu un freinage brutal. Et voilà. Et voilà comment elle est décédée. Mais la police a découvert qu'il y avait d'autres traces de pneus sur les lieux de l'accident et qui semblaient démontrer que le premier véhicule a été poussé hors de la route. C'est-à-dire qu'apparemment, apparemment, ça a été poussé hors de la route par un autre véhicule. Et comme par hasard, il y avait un certain Al Wertheimer, un gangster de Détroit qui était un ami d'Eddie Mannix, qui était sur les lieux de l'accident. Et, coïncidence, il habitait à 3700 km du lieu de l'accident. Et c'est un hasard? Non, je pense pas. Moi, je pense que Eddie Mannix s'est arrangé pour faire disparaître son ex-femme, peut-être afin d'épouser sa nouvelle conquête qui s'appelait Camille Tony Lanier, qui deviendra plus tard Tony Mannix, une showgirl en plus, au moment du décès de son épouse. Moi, je pense que c'est ça. Parce que apparemment, lui, je crois que c'est un catho ou un homme puritain et tout ça. Lui, il voulait pas divorcer. Il voulait juste la faire disparaître, devenir. Mais la même année, en mai 1937, Patricia Douglas, c'était une jeune fille de 17 ans qui rêvait d'être une star d'Hollywood comme toutes les filles de son âge, voulait apparaître dans un film.
Ensuite, elle a pu devenir une grande star d'Hollywood, comme toutes les filles de son âge, mais en réalité, elle avait passé un casting pour être utilisée dans le cadre d'une fête privée, en contrepartie d'une paye de 7,50 $. Oh, les radins. C'est vraiment des radins, hein, 7,50 $ pour passer une soirée. Bref, voilà. Elle était accompagnée d'autres filles, mais malheureusement, elle était tombée dans un piège. Pourquoi? Parce qu'il y avait 300 hommes, employés et cadres de la MGM, qui étaient dans cette partie. Et pendant plusieurs heures, l'alcool coulait à flot, les filles, elles étaient traitées comme des objets sexuels, il y a eu de nombreux attouchements, de viols. Bon, après, je pense qu'il y a certaines filles qui étaient prêtes à tout pour devenir des grandes stars d'Hollywood. Elles étaient contraintes de coucher avec des producteurs pour obtenir un rôle. Mais Patricia Douglas, elle a été forcée à avaler de l'alcool et elle a été violée dans une voiture. Et elle a été conduite au Culver City Hospital, qui était un lien avec la MGM. Et elle a été forcée de se doucher afin de disparaître les traces de viol. Et le médecin a constaté qu'il n'y avait aucune trace de viol, qu'il y avait juste pénétration et tout ça. Mais la suite est intéressante. Patricia Douglas a eu le courage, mais vraiment le courage, et l'une de première à porter plainte contre la société, la MGM. Vraiment. Mais comme Eddie Mannix, lui, il avait un pouvoir sur la police, la plainte a été rejetée. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a averti la presse, ce qu'elle a subi. Mais Eddie Mannix, lui, il a engagé des détectives privés pour l'intimider, ainsi que les avocats de la MGM ont tout fait pour étouffer l'affaire jusqu'en 1938, dans lequel les poursuites pénales ont été abandonnées. Mais Patricia Douglas ne voulait pas lâcher l'affaire. Elle voulait qu'il y ait justice. Elle a tenté des poursuites devant une juridiction civile, mais sans succès. Pourquoi? Parce que la MGM était tellement puissante, avait le pouvoir sur la police et la justice, que Patricia Douglas ne pouvait pas faire face à ces corrompus, à ces hommes puissants. Mais malheureusement, Patricia Douglas a été bannie des studios à vie, et la vérité a été enterrée pendant plus de 60 ans. Il a fallu attendre 2003 avant son décès pour qu'elle donne une interview à Vanity Fair. Ensuite, cette histoire a motivé certains journalistes, comme Ronan Farrow, à enquêter sur l'affaire Weinstein, et c'est comme ça qu'est né le mouvement MeToo. Et Patricia Douglas n'est pas la seule victime, parce que quand il y a eu la médiatisation de l'affaire, Eloise Pan, une jeune mineure, elle a été violée dans les mêmes circonstances que Patricia Douglas. Elle s'est retrouvée enceinte, mais malheureusement, elle s'est suicidée. Ouais. Et franchement, il y a eu un documentaire là-dessus, acheté par les droits de Netflix ou Amazon Prime, mais j'espère que ça sera diffusé parce que, franchement, cette période, c'est vraiment la période la plus sombre de l'histoire d'Hollywood. Hein. Mais vraiment, des filles engagées pensaient passer un casting pour un film, pour une comédie musicale, à la lignée du Magicien d'Oz ou de Moulin Rouge. Elles se retrouvent dans un piège, dans une partie où il y a 300 hommes, 300 porcs. Désolé de dire ça, avec 300 porcs qui vont la toucher, qui vont les toucher, qui vont les violer, qui vont faire des sortes des méthodes, des méthodes malsaines, et faire avaler de l'alcool, surtout à des jeunes filles qui étaient à peine majeures ou mineures. C'est vraiment horrible. Et moi, j'espère qu'il y aura un documentaire là-dessus, parce que l'histoire est intéressante. Et c'est vrai qu'à Hollywood, on parle souvent du mouvement MeToo et tout ça, du harcèlement sexuel, mais après le mouvement MeToo, ça part dans tous les sens. Mais là, cette histoire, vraiment, elle est vraiment assez touchante. Mais vraiment, une histoire triste aussi. Hein. L'histoire de Patricia Douglas, elle est vraiment très triste et ça fait mal au cœur. De voir cette pauvre gamine de 17 ans qui voulait juste devenir une actrice, qui voulait rêver, je crois, d'être chanteuse, danseuse, qui voulait connaître la gloire, le succès et tout ça, comme toutes les filles de son âge, mais qui se retrouve piégée par des porcs, par des hommes puissants. Et voilà ce que j'ai trouvé. C'est elle, Patricia Douglas, elle a environ 17 ans. Voilà. Et heureusement qu'elle avait le soutien de sa famille. Et voilà, malheureusement, c'est Hollywood. Hein. Bon, ensuite, il y a eu l'histoire de George Reeves. George Reeves était le premier à incarner Superman à l'écran, le tout premier à être victime de la pseudo-malédiction Superman. En 1951, il entretient une liaison avec Tony Mannix. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'Eddie Mannix, lui, il a prouvé que son épouse est un amant. Et lui, il a une liaison de son côté avec une femme d'origine japonaise qui l'a fait passer pour une bonne.
pour sa bonne. Ben mais non. Ouais, avec le plumeau, le costume et tout ça, ouais, je dis rien. Bref. La liaison entre George Reeves et Tony Mannix devient une notoriété publique à Hollywood. Alors, à cette époque, George Reeves, il était au sommet de sa gloire. C'était la star de Superman. Mais, dans le fond, il avait du mal à trouver d'autres rôles que Superman. C'est-à-dire qu'il avait joué dans des petits rôles comme Autant n'importe le vent, Tant qu'il y aura des hommes. Et il était entretenu par sa maîtresse, Tony Mannix. Elle lui a acheté une maison dans laquelle il va retrouver la mort. C'est en 1959 qu'il rencontre une femme beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle Leonore Lehman. Et là, à ce moment, il rompt avec Tony Mannix, qui elle était dévastée. Et comme par hasard, 6 mois plus tard, George Reeves décède dans d'étranges circonstances. Et peu après sa rupture avec Tony Mannix, George Reeves, lui, il a été victime d'un accident de voiture qui fait passer au travers de sa bagnole. Et un mécanicien a constaté qu'en examinant sa voiture, les freins avaient été trafiqués. Et là, il s'est dit, il y a quelqu'un qui veut ma mort. Et mon petit doigt me dit, qui c'est? Est-ce que c'est Tony Mannix avec la complicité de son mari qui ont orchestré la tentative d'assassinat de George Reeves? Peut-être. Parce que lui, il était tellement puissant, il avait le pouvoir sur tout, il était capable de tout, même pour préserver l'image intacte de sa femme. Je pense qu'il ne voulait pas voir sa femme malheureuse se faire larguer d'une manière assez terrible. Et voilà. Mais en 1959, Eddie Mannix a fait plusieurs attaques cardiaques. Il s'est retrouvé confiné en fauteuil roulant. Et il est décédé en 1963 d'une ictus cardiaque à Beverly Hills. On va revenir sur l'affaire George Reeves, sur son décès. En 1959, le juin 1959, George Reeves devait tourner la nouvelle saison de la série Superman. Et il était prévu qu'il réalise quelques épisodes. Mais la série a été finalement annulée. Et le 18 juin, il devait épouser Leonore Lehman. Mais le 15 juin 1959, George et Leonore sortirent pour fêter leur prochain mariage et boivent de la golf. Ça boit, et voilà. Et à leur retour dans leur domicile, ils continuaient à boire. Et le 16 juin, vers minuit 30, George Reeves partit se coucher. Il laisse sa fiancée et son ami seuls au rez-de-chaussée. Vers 1h du matin, il y a 2 voisins qui veulent faire la fête chez George Reeves. Et lui, George Reeves, il les a complètement rembarrés. Ils ont dit, ouais, il est tard et tout ça. Est-ce que vous pouvez quitter les lieux? Mais il n'en fait rien. Et George Reeves retourna à l'étage. Et selon les rapports officiels, vers 1h20 du matin, les invités qui se trouvaient au rez-de-chaussée avaient entendu du bruit provenant du premier étage, un bruit ambiant de la tiroir de la commode, et Leonore Lehman aurait déclaré à ce moment-là, il va se tuer. Et quelques instants plus tard, ils ont entendu un coup de feu qui provient du premier étage, et c'est les invités qui se précipitèrent à l'étage et découvrirent le corps de ce pauvre George Reeves allongé sur le dos, nu, présentant une balle en tête. Et à ses pieds, un pistolet Luger de calibre 7,65 mm. Et la police ont tout de suite conclu à un suicide. Ils n'ont pas cherché, ils ont conclu à un suicide. Ils ont vu que les témoins ils étaient totalement bourrés. Ils ont dit, de toute façon c'est Superman, c'est pas facile ça n'a pas dû être facile pour lui d'être collé à la peau dans le rôle du super-héros. Il disait comme quoi il avait l'habitude de manipuler une arme non chargée. Et il y avait une très forte taux d'alcoolémie dans son sang. Je vous explique. La mère de George Reeves a fait appel à des détectives privés, mais malheureusement, il n'y a aucune preuve, aucune culpabilité de Tony Mannix ou d'Eddie Mannix. On ne sait pas. Bon, après, moi j'ai vu le film Hollywoodland, qui retrace vraiment la mort de George Reeves, avec Adrian Brody et Ben Affleck et Diane Lane. Diane Lane qui deviendra plus tard Martha Kent dans la franchise Superman et Ben Affleck Batman. Voilà, bref, voilà. Mais le film il est très bien fait et franchement je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment un bon polar digne des années 50. À la lignée de Ella Confidentielle ou j'allais dire le Funko Madeleine, non c'est autre chose. Mais voilà, je vous conseille de voir ce film. Mais voilà. Mais moi j'ai une théorie sur la mort de George Reeves, mais moi je pense que c'est peut-être sa petite amie Leonore Lehman parce apparemment elle était jeune, elle était très instable dans sa tête et elle a dû tirer accidentellement sur George Reeves
Et elle a fait garder le secret à ses amis en disant oh, non, non, il faut lui dire que c'est un suicide et tout ça. Il était désespéré. Ou c'est un meurtre orchestré par Tony Mannix et son mari. Parce que Tony Mannix n'a pas supporté la rupture. Elle a dû utiliser le pouvoir de son mari en disant ouais, s'il te plaît, engage des gangsters pour l'éliminer. Et voilà. Parce qu'en fait, avant son décès, les freins ont été trafiqués. En même temps, George Reeves, il était très malin parce que il était connu pour être Superman. Il voulait d'autres rôles à part Superman, vu que ça n'a pas été facile pour lui. Parce que je pense que c'est une des premières victimes, notamment de la malédiction Superman, et aussi dans le milieu de la télévision. Parce que dans le milieu de la télévision, quand tu joues dans un film, enfin dans une série, pardon, tu es souvent collé à la peau d'un personnage et c'est très difficile de se faire démarquer. Et voilà. Mais moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que George Reeves a été tué par Eddie Mannix et Tony Mannix, enfin orchestré, pardon. Orchestré parce que voilà, ils sont servis de sa faiblesse. J'allais dire Tony Mannix. Eddie Mannix n'a pas supporté de voir sa femme malheureuse. Malheureuse et le cœur brisé. Il voulait que sa femme soit heureuse. Il s'est dit, bah, finalement, je vais accomplir une mission pour la dernière fois. Je vais engager quelqu'un pour tuer George Reeves. J'allais dire Christopher Reeves. Ils ont le même nom de famille, en fait, Christopher Reeves et George Reeves. Et c'est vrai que cette mort, c'est inexpliqué. Beaucoup disent que c'est vraiment un meurtre commandité par Eddie Mannix et Tony Mannix, mais après, il y en a qui disent que c'est un suicide parce que pour lui, c'était pas facile d'être Superman. Voilà. Bon, et maintenant, cet épisode est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!